Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Baptiste Fradin, investisseur en résidence pour Techstars Sustainability Accelerator, un fonds d'investissement qui détecte des startups à impact et les accompagne dans leur développement. Et justement, dans le débat, il sera rejoint par Pierre-Armand Lapeyre, le cofondateur de Bip Battery, financé par Techstars et qui développe une solution pour limiter l'impact environnemental des batteries, évidemment. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Stop TCA, plateforme de téléconsultation pour les patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Baptiste Fradin, bienvenue. Bonjour, merci. Présentez-nous, Techstars Sustainability Accelerator, pour commencer, un fonds d'investissement, peut-être l'un des plus célèbres accélérateurs au monde, on peut dire ça? Exactement, c'est un des plus gros fonds d'investissement early stage au monde, qui a investi dans plus de 3000 startups, qui aujourd'hui sont valorisées à plus de 70 milliards et qui a généré également une vingtaine de licornes. C'est des chiffres assez vertigineux. Techstars, comme son nom l'indique, a initialement été très concentré sur l'accompagnement de startups très jeunes dans le digital et dans les nouvelles technologies, au début aux États-Unis, notamment à Boulder, dans le Colorado, et puis petit à petit à essaimé dans plein de villes à travers le monde et aujourd'hui présent dans plus d'une quarantaine de pays. Et c'est vrai, quand on regarde notamment les licornes françaises, il y en a finalement assez peu qui sont des licornes vertes, pour employer cette terminologie. Ça, c'est parce que le levier de la finance, il est majeur évidemment dans cette transformation. C'est une mutation que vous êtes en train de faire, qui existait déjà et que vous accélérez justement vous aussi? Non, tout à fait. Aujourd'hui, Techstars avait, comme j'ai dit initialement, une thèse d'investissement très tech, on va dire, et aujourd'hui se rend compte que notamment en Europe et en particulier en France, les conditions sont réunies pour développer un écosystème mature pour accompagner des startups de l'environnement et en faire devenir des champions verts. On commence à avoir les prémices de certaines plus grosses sociétés en France, type Life, qui a lancé une société dans l'hydrogène vert récemment, ou encore d'autres sociétés dans le ciment bas carbone. Et aujourd'hui, il y a aussi un besoin de voir des startups évoluer avec des technologies de rupture qui permettent de démultiplier l'impact environnemental pour la planète. Techstars qui choisit Paris, enfin c'est vraiment un engagement comme capital de l'impact. Ça signifie quoi? Parce que c'est un signal, mais c'est aussi potentiellement de l'investissement, c'est votre métier, donc ça veut dire quoi concrètement? Alors pour l'écosystème, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est un nouveau fonds d'impact early stage disponible en Europe, avec finalement les bureaux en France. Donc ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui c'est souvent pour les startups, elles doivent vous le dire quand elles vous rencontrent, c'est là où le bas blesse quand il faut trouver des financements au tout début de son aventure. Et de l'autre côté, c'est aussi la conviction de Techstars, là où finalement à l'époque les nouvelles technologies, les startups tech étaient basées dans la Silicon Valley. Aujourd'hui Techstars, un fonds américain, voit l'Europe et Paris comme étant la nouvelle Silicon Valley verte. Et c'est depuis, en tout cas Paris, qu'on va mener des investissements, pas uniquement dans les startups françaises, dans les startups à travers le monde, mais ce sera fait depuis Paris. Avec cet objectif ambitieux de réduction du CO2 dans les 5 prochaines années. C'est quoi l'objectif précis, si on rentre un peu dans le détail? Et puis, ça suppose combien d'investissements? Alors aujourd'hui, très concrètement, on va être, depuis le printemps dernier que Techstars Sustainability s'est lancé, on a réalisé 24 investissements, dont 16 dans les startups qui ne sont pas françaises, donc c'est vraiment une dimension internationale. L'objectif d'ici à 5-6 ans, c'est d'avoir, je dirais, plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'équivalent CO2 évité. Aujourd'hui, on vient très tôt dans les sociétés pour justement les aider à vraiment démultiplier et avoir une dimension également internationale sur ces sujets-là. Donc c'est aussi intéressant de les aider dès le début à mesurer leur impact et à voir comment elles peuvent accélérer également ces étapes. Alors justement, j'en viens à la logique, cette logique de l'investissement à la stage. Pourquoi il faut y aller si tôt? Alors vous disiez, parce que finalement, il n'y a peut-être pas assez de financement à ce moment-là, donc c'est déjà répondre à un besoin, mais pourquoi il faut y aller si tôt? Il faut y aller si tôt parce que c'est au début, dans les 3 premières années d'une start-up, qu'on a le plus gros taux de casse en général. Et donc le fait d'avoir un fonds d'investissement comme Techstars, qui a un rôle d'operating partner, qui se traduit par un programme d'accompagnement individualisé et assez poussé, permet de réduire ce risque de casse et donc de faire émerger des champions de demain. Voilà. Ce programme d'accompagnement, est-ce qu'on peut parler de mentorat d'une certaine façon? Exactement. En fait, aujourd'hui, Techstars, il y a 2 grandes forces. Il y a à la fois
l'ADN de Techstars, qui est très entrepreneur, c'est-à-dire que c'est fait par des gens qui ont monté des sociétés. C'est votre cas. Exactement. Vous êtes investisseur entrepreneur en quelque sorte. Exactement. Il y a deux casquettes. Quand j'ai monté ma société au début des années 2010, j'ai également fait partie des premières sociétés françaises à passer par Techstars aux États-Unis. Donc je connais très bien le programme pour l'avoir vécu de l'intérieur. Et donc ça, c'est aussi une des forces de Techstars, quand on est entrepreneur et qu'on a la chance de recevoir un investissement de Techstars, d'être accompagné, c'est être accompagné par des gens qui ont réussi mais qui ont aussi échoué, mais en tout cas qui ont plein d'expérience par rapport à ça. Mais c'est pas que ça, c'est aussi également un réseau de mentors qui sont des gens qui évoluent dans des grandes sociétés. Et donc aujourd'hui, si je cite uniquement le programme Techstars Paris Sustainability, c'est environ quasiment une centaine de mentors qui sont disponibles pour les entrepreneurs et avec lesquels ils échangent de manière régulière. Donc c'est pas uniquement un affichage, c'est vraiment des gens qui passent du temps. Et je peux vous dire, pour les startups qui passent par Techstars, elles le savent parce que c'est particulièrement intense, mais en même temps, ça permet de récolter énormément de feedback sur ces sociétés et prendre des décisions stratégiques majeures pour accélérer leur développement. Ces mentors, donc, qui sont entrepreneurs ou ex-entrepreneurs, ils sont disséminés un petit peu partout dans le monde, c'est ça? Partout dans le monde, exactement. Ils sont partout dans le monde avec des expertises très poussées. Et variées, parce qu'ils ont chacun monté des boîtes dans des univers différents. Expertise sectorielle, ils ont aussi du réseau, c'est-à-dire même s'ils ne connaissent pas un secteur en particulier qu'une société développe, ils ont du réseau, ils leur permettent d'atteindre des dirigeants d'entreprise à l'autre bout du monde que tout seul, start-up français, j'aurais du mal à contacter. Mais par le réseau Techstars, on l'atteint. Si vous confrontez à la fois votre expérience personnelle d'entrepreneur, ce que Techstars vous a apporté, et puis ce que vous apportez aujourd'hui aux start-upers que vous accompagnez, qu'est-ce qui vous manquait, vous, quand vous avez démarré, et comment vous le transmettez aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a deux grands sujets. Il y a un sujet d'éducation et de transformation. Quand on est entrepreneur, en fait, on est multicasquette. Donc, il y a forcément des dimensions dans lesquelles on a des lacunes, que ce soit en business développement, en marketing, en commercial, etc. Et là, Techstars apporte énormément de contenu pour faire mûrir les entrepreneurs sur ces sujets-là. Et par ailleurs, ce qu'apporte Techstars, notamment le programme parisien supplémentaire, c'est de tout de suite, dès le début, mettre au cœur de la stratégie de l'entreprise des indicateurs ESG et d'impact environnemental pour que dès le début, on suive sur un même plan des indicateurs économiques, environnementaux et sociaux. Je vais y revenir sur ces indicateurs. Il y a une dimension que vous citez pas, alors peut-être que je me trompe, mais c'est parfois la solitude. C'est-à-dire que quand on crée sa boîte, même si on peut avoir un cofondateur ou une cofondatrice, enfin bon, il y a tellement, vous le dites, c'est un côté Shiva, quoi. Il y a tellement de décisions à prendre que c'est une façon de casser aussi cette solitude. Ça, c'est un très très bon point, parce qu'effectivement, les 24 investissements qu'on réalise par an sont faits par des batchs ou des lots de 12 startups à chaque fois. Et en fait, il y a un vrai esprit de corps qui va être créé par rapport à ça. Un vrai esprit de corps, c'est important parce que c'est à la fois, quand on est entrepreneur, on est dans un territoire un peu agressif, où il y a beaucoup d'adversité. Et comment on combat l'adversité? C'est en générant de la solidarité. Et Techstars arrive à créer ça en créant un cercle un peu de bienveillance au sein duquel les entrepreneurs peuvent échanger à la fois sur des bonnes pratiques en termes de business, etc., qu'ils peuvent partager entre eux, mais à la fois sur les sujets plus personnels, sur comment gérer son temps, comment gérer la dimension entre vie perso et vie professionnelle. Et donc c'est vrai qu'on est assez seul, et de là de se retrouver ensemble avec des pairs qui partagent les mêmes types de caractéristiques, ça donne du cœur à l'ouvrage. Les contenus que vous proposez aux startups, si on rentre dans le détail, c'est quoi? C'est à la demande du chef d'entreprise, ou alors vous avez une grille que vous proposez à tout le monde? Il y a deux choses. C'est assez processé, donc il y a à la fois quelque chose d'assez commun qu'on donne aux entrepreneurs sur comment monter un board, comment aller lever des fonds, comment parler à des investisseurs, comment mettre en place une stratégie commerciale de par la posture qu'on peut avoir, de par les outils digitaux qui nous permettent d'aller accélérer également ces processus. Et après, par ailleurs, il y a effectivement une dimension plus personnalisée par rapport au paradigme précis de la société, où on va les aider sur des points très spécifiques. Vous l'avez dit, il y a cet accompagnement sur, on va dire, les critères ESG, les critères RSE, l'impact environnemental de la société. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas bien, parce que vous accompagnez des startups à impact. Donc, par définition, enfin, leur ADN, il est dans cet environnement-là. Donc, qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il y a une première chose, c'est que tous ces entrepreneurs, par rapport à d'autres secteurs, ont une vraie différence, c'est l'intentionnalité. Ils viennent là parce que, sincèrement, ici... C'est une démarche, quoi. C'est une vraie démarche. Pour certains, ils ont quitté un job ou une carrière toute tracée pour se lancer, quoi. Avec quelque chose qui a du sens, à la fois sur les aspects environnementaux et ou sociaux. Mais néanmoins, l'entrepreneur, il est au four et au moulin. Et donc, nous, on lui donne des outils pour également bien mesurer ces éléments-là dès le début. Et c'est quelque chose que, même si on a l'intention, si on a une autre, de vraiment le mesurer et le suivre. Parce que ça veut dire qu'on peut même
parfois prendre une mauvaise direction, enfin, ou une partie du business model qui ne part pas dans la bonne direction. On peut éventuellement prendre une mauvaise direction, ouais. mais également on se prépare pour l'avenir. Aujourd'hui, notamment le monde financier est de plus en plus sous pression par rapport à des enjeux, d'aller diriger des flux d'argent vers des investissements plus durables. Et donc le plus tôt les sociétés, elles mesurent et elles suivent ces indicateurs, et le mieux elles sont préparées pour parler à ces investisseurs qui, eux, sont aujourd'hui finalement d'aller détourner de plus en plus d'argent vers des solutions durables, parce que leurs clients leur demandent, parce que les politiques générales à l'échelle européenne ou autres également les obligent à faire ça. Alors on va parler de Bib Battery, puisqu'on va recevoir l'un des cofondateurs dans un instant, mais est-ce qu'il y a une autre start-up que vous êtes en train d'accompagner en France ou ailleurs d'ailleurs, dont vous voulez nous parler là? Par exemple, il y a la start-up Cumulus, qui est une start-up tunisienne, qui a développé une solution pour générer de l'eau potable par l'extraction de l'eau dans l'air. Donc c'est fait par des ingénieurs issus de Polytechnique notamment, c'est extrêmement technologique, et ça permet d'adresser deux choses. C'est intéressant cet exemple parce que c'est à la fois une solution très deep tech où il y a encore des enjeux de financement sur ces sujets-là parce qu'il y a beaucoup de risques et il y a beaucoup d'éléments d'assets à financer. Oui, donc ça prend du temps avant d'arriver à une commercialisation. Et il y a besoin d'avoir des acteurs qui accompagnent sur le temps long, comme Techstars le fait notamment, et c'est aussi une solution qui a un double impact, un impact environnemental parce que ça évite d'aller transporter de l'eau, donc de l'eau carbonée, et un impact social parce qu'on va pouvoir également dans des zones où on a du stress hydrique très fort, apporter des solutions et apporter de l'eau potable sur place directement, et ça uniquement avec la machine développée par cette société qui est tunisienne, mais qui est également aujourd'hui incubée en parallèle, qui est par la suite chez Agoranov. Et donc on a aussi Techstars évolue aussi en combinaison avec les acteurs locaux. Agoranov est un célèbre accélérateur, enfin incubateur, je dirais, deep tech. Et donc on aime bien aussi nous interagir avec l'écosystème local, type Agoranov, mais il y en a d'autres également sur d'autres thématiques. Cumulus, vous voyez, je l'ai noté, je pense qu'on va les inviter assez vite dans cette émission. Vous restez avec moi, on va prendre un autre exemple qui est tout aussi passionnant, l'exemple de votre action avec Bib Battery. Et j'accueille comme prévu Pierre Amance-Lapère. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, le président de Bib Battery. Faites-nous ce que vous avez dû faire d'ailleurs avec Techstars et Baptiste Fradin. Le pitch, quoi. Présentez-nous votre entreprise. Alors BIM, notre mission, c'est de réduire l'impact environnemental des batteries. Oui. Et pour ça, on donne de la visibilité à nos clients sur l'état de leurs batteries quand elles sont en opération, donc dans des flottes de véhicules électriques, notamment en les aidant à mieux les réparer. Et la deuxième partie à laquelle on est très attaché, c'est de permettre la seconde vie des batteries dans d'autres applications, une fois que celles-ci ont terminé leur première vie. Ouais. Toute jeune entreprise, on parlait du fait que Techstars a investi en early stage. Vous l'avez immatriculé là, il y a quelques semaines, c'est ça? Un peu plus que ça, on l'a immatriculé il y a un an, en septembre 2021. On a rejoint Techstars après 5 mois de vie d'entreprise. En quoi vos solutions, elles sont innovantes? Alors, elle est innovante, notre solution, puisqu'on est dans un marché qui est tout neuf. Il y a 10 ans, il y avait des batteries lithium uniquement dans nos téléphones pour schématiser. Et aujourd'hui, on est en train de passer au tout électrique. Donc, il y a un énorme enjeu environnemental, l'utilisation des ressources pour produire et d'énergie pour produire toutes ces batteries. Et donc, nous, notre mission, c'est de faire que ces batteries soient utilisées au mieux. Et donc, notre innovation passe par le fait qu'on va apporter cette visibilité. Aujourd'hui, tous nos clients en manquent. Et à nous de construire cette nouvelle chaîne de valeur. Aujourd'hui. Oui, parce qu'évidemment, il faut d'abord mesurer pour ensuite pouvoir réduire. C'est une palissade, mais il faut la rappeler. Baptiste Fradin, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de Bib Battery? Alors, il y a 2 points importants pour Techstars à chaque fois. C'est en premier lieu l'équipe. C'est la capacité de l'équipe pour nous à être à l'écoute de retours qu'on peut leur faire, etc. Et puis également leur légitimité face au projet qu'ils portent. Ça, c'est très très important. L'équipe, pour nous, c'est clé parce que quand c'est très tôt, en fait, l'idée qu'ils peuvent avoir, en fait, elle vaut rien, elle n'est pas encore exécutée. Donc c'est vraiment eux qu'on va essayer de comprendre ces aspects-là. Et le deuxième point, c'est lié à notre thèse d'investissement, c'est d'avoir un projet qui va vraiment avoir un impact significatif par rapport à la planète. Et dans le cas de Bib Battery, effectivement, Pierre Amance l'a bien précisé, on est sur un produit, la batterie, qui va se développer énormément. Il y a des enjeux de mesure, de diagnostic par rapport à ça pour suivre l'évolution de ces batteries. Mais plus globalement, il y a des enjeux à la fois en amont d'éco-conception de ces batteries-là et en aval également de monter des filières de recyclage. Donc on sait qu'il y a tout un champ, si on prend uniquement ce marché-là, il y a tout un champ de possibilités et d'innovation qui ont besoin d'être développées et accompagnées. Et c'est notamment là-dessus que Techstars, on espère de détecter très tôt ces jeunes pousses. Mais alors, c'est peut-être pas forcément le cas pour BIM, et encore, mais si je reprends l'exemple de Cumulus dont vous parliez tout à l'heure,
c'est un projet d'ingénieur. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la capacité à évaluer en quoi l'innovation, elle est effectivement innovante, pardon de me répéter. Comment vous faites, quoi? Vous avez des ingénieurs pour valider le process, pour valider l'idée? Nous, déjà, quand on est investisseur, effectivement, on a une vision assez poussée des marchés, oui, des enjeux, ça d'accord, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Il y a un prisme. Et comme je l'ai dit, on a aujourd'hui environ plus d'un millier de mentors qui sont également engagés et avec lesquels on a des regards croisés sur les dossiers que nous regardons pour enrichir effectivement notre appétence sur un sujet. Et donc c'est là qu'on va trouver effectivement les compétences que nous personnellement nous n'avons pas. On va les trouver dans le réseau Techstars avec une communauté qui est très engagée et qui va nous aider sur ces sujets. Vous attendez quoi vous de Techstars? Qu'est-ce que ça vous apporte très concrètement? Bon, du financement déjà, ça c'est évidemment on peut commencer par là et c'est pas non, et surtout la deuxième partie qui nous a bien convaincus à rejoindre Techstars, c'est le réseau de mentors justement. Baptiste en parlait à l'instant. Oui. Mais on a 5 mentors aujourd'hui qui nous suivent et qui nous suivent encore et qui nous suivront pendant des années, j'espère. Et donc qui nous apportent l'expérience qu'on n'a pas forcément. Ce sont pas des experts batterie, c'est parfois des experts de la mobilité et c'est des gens qui ont entre 25 et 60 ans et qui sont là pour répondre à la question quotidienne. Alors pourquoi il y en a 5? Je vous poserai la même question après, mais et en quoi ils sont pour vous complémentaires? On a rencontré 100 et sur ces 100 on a choisi 5. C'était un accord mutuel. Oui. Ils ont des expertises qui sont très croisées. Donc je peux citer par exemple Cyril qui est partenaire dans un cabinet de conseil parisien, lui qui est un expert en mobilité. Je peux citer Camille qui est une entrepreneuse qui a 3-4 ans de plus que nous et qui peut nous aider sur des sujets très quotidiens tels que le recrutement par exemple. Sébastien qui nous aide sur les levées de fonds. Donc chacun a son expertise et le but c'est qu'on puisse aller piocher l'expertise de chacun pour aller plus vite. Ouais. Ça c'est classique, c'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs mentors pour une start-up. En fait dans le processus d'accompagnement au tout début on fait quelque chose qu'on appelle, désolé pour l'anglicisme, la mentor madness où en 15 jours ils vont rencontrer 100 mentors et c'est du speed dating. Et après, il y a des crushs qui vont se faire. Et là, effectivement, en général, on a entre 3 et 5 mentors qui vont avoir effectivement un amour mutuel qu'ils vont trouver et qui vont pas uniquement avoir une légitimité à les accompagner, mais aussi du temps. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que Techstars vont faire des gens, on leur dit quand vous venez, vous êtes c'est un vrai engagement, quoi. Il faut se dire qu'il y a 1 heure par semaine que nous accordez à la société. Parce que sinon, si c'est juste de l'affichage, ça ne nous intéresse pas et surtout, ça dessert la start-up. Mais les mentors, alors, pardon, c'est une question totalement de béotien, mais ils sont payés. C'est quoi le système, en fait? Non, ils ne sont pas payés. À Techstars, il y a vraiment un ADN qu'on appelle en anglais encore, c'est une boîte américaine qui s'appelle le give back. C'est dire, à un moment donné, on a tous été entrepreneurs, on a tous reçu des conseils désintéressés d'autres entrepreneurs, et ça, on veut le redonner. Donc, il y a vraiment cet ADN, cette culture qui est très, très forte aujourd'hui. Ce millier de mentors qui est disponible à travers le monde, il vient avec ce même engagement pour à la fois découvrir de nouvelles innovations portées par Techstars et à la fois réseauter, je dirais, de manière horizontale avec d'autres mentors qui participent également à ce réseau. On est sur quelle fourchette d'investissement? Ça dépend des entreprises, j'imagine. Non, aujourd'hui, nous, c'est packagé. C'est un investissement d'environ 150 000 $. D'accord. Et voilà. Et c'est exactement ça. 50 000 $. Donc, on est vraiment les premiers. Il y a d'autres investisseurs qui peuvent se joindre par la suite. Mais généralement, on remarque qu'à partir du moment où une société est passée par Techstars, elle a une sorte de label qui font que derrière la plupart vont réussir à lever plus facilement ou sur des montants plus importants parce que plus visibles sur des investisseurs étrangers ou en tout cas plus intéressantes par rapport à d'autres. Pierre Amance-Lapeyre, on évoquait avec Baptiste Radin dans la première partie l'importance d'intervenir tôt et le fait que finalement il n'y avait pas tant de fonds qui étaient dans cette démarche-là. Vous avez eu le choix. Comment ça s'est passé? Parce que Techstars, on l'a dit, c'est un des accélérateurs les plus connus, mais est-ce que c'est facile de lever 150 000 $ quand on vient à peine de créer son entreprise? Très bonne question. On a bien réfléchi avec Martin, mon cofondateur, et on a appelé des alumni. On leur a demandé leur retour sur le programme, comprendre ce qui avait compté pour eux. Et on s'est fait une petite liste des critères qui étaient pour nous importants. Et à la fin des 3 mois de programme qui étaient très intensifs, on a eu l'occasion de revenir sur cette liste et de se dire ok, à quel point on a été impressionné par le remplissage de tel et tel critère. Et aujourd'hui, je recommanderais 100 fois le programme puisque ça a dépassé nos attentes sur les critères qu'on maîtrisait pas forcément. Donc 1 an d'existence, vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on a signé notre premier grand client qui est Voy à Marseille. Donc on suit plus de 2500 batteries. Donc notre produit est vivant aujourd'hui, est actif. Et donc notre premier objectif maintenant, c'est de pouvoir avoir aucune batterie qu'on suivra qui soit envoyée au recyclage ou qui soit gaspillée, qui puisse être réparée au maximum. Et le deuxième enjeu qui arrive, c'est le recrutement, puisqu'on recrute aujourd'hui des ingénieurs, des développeurs, des data scientists. Et le troisième sujet qui va venir très vite sera le financement pour la fin de l'année. D'accord. Je reviens à la solution, parce que vous l'avez présenté un peu dans les grandes lignes, mais tout à fait. Qu'est-ce que ça peut faire?
économiser à un opérateur de mobilité, votre Alors, solution? Il y a 2 grands axes sur lesquels on s'appuie. Le premier, c'est économique. Donc aujourd'hui, les opérateurs de petite mobilité, donc de vélos, trottinettes et scooters, ont une flotte d'engins, de véhicules, et de plus en plus une autre flotte de batteries et qu'ils ne connaissent pas. Donc nous, on leur apporte cette visibilité opérationnelle et financière. Et donc le but... Pardon, je vous interromps. Comment ils peuvent ne pas connaître leur flotte de batteries? Parce que pour l'instant, ils mettent des batteries dans une trottinette. D'accord, c'est ils ont juste des un infos. objet, ils n'ont pas suffisamment d'infos sur... Ils ont des infos, mais il faut les traduire. Par exemple, si je vous donne une batterie là, vous ne saurez pas quoi en faire, vous n'aurez pas l'information. D'accord. Et donc nous, on la traduit, on la rend accessible à l'opérateur. Donc si je prends une image très, très parlante, sur les batteries qu'on opère aujourd'hui, il y en a certaines qui sont mises de côté parce qu'elles ont une panne qui est inconnue. À nous, grâce aux données qu'on peut lire, on peut comprendre la panne et identifier le bon réparateur dans la région qui va permettre de réparer cette batterie. Ouais, avec donc ce double objectif, prolonger la durée d'usage d'abord et ensuite la seconde vie, le recyclage, c'est exactement. C'est ce qui nous a motivé à créer l'entreprise, la seconde vie des batteries. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine construction et qui va grossir à la mesure que les batteries arriveront en fin de vie. Et donc on se prépare dès aujourd'hui en construisant un écosystème d'entreprises en Europe capable de construire ces systèmes de seconde vie. Alors il y a un passeport digital de la batterie. Exactement. C'est comme ça que vous l'appelez. C'est très important. Il y a une réglementation au niveau européen qui est en train de se mettre en place, mais nous on se l'applique dès aujourd'hui. Et en fait, une batterie en fin de vie, on ne sait pas son potentiel. Donc nous, toutes les données qu'on a récoltées, on les met au service de ce passeport. Et aujourd'hui, on envoie déjà des batteries en seconde vie en garantissant à celui qui va fabriquer la nouvelle batterie que la batterie qu'on lui donne, on sait ce qu'elle a vécu, on sait qu'elle n'a pas été en surchauffe et on sait qu'il va pouvoir faire un produit de qualité avec. C'est très important. Il nous reste un peu plus d'1 minute 30, Baptiste Frama. Je voudrais qu'on termine quand même sur un élément qui est majeur, sur l'efficacité économique. Voilà, vous êtes au cœur de ce réacteur-là, l'efficacité économique des entreprises à impact. C'est-à-dire que c'est pas seulement un engagement pour la planète, c'est aussi du business. Ah mais exactement, et c'est pour ça que je vous parle avec une casquette de fonds d'investissement, donc il y a des enjeux de rendement financier également, et qu'aujourd'hui avec le programme parisien, on associe à des rendements environnementaux, et nous on pense qu'aujourd'hui que c'est la manière dont il faut faire avancer les choses. Ça veut dire qu'il faut les deux, le ROI, le rendement, le retour sur investissement, et le rendement environnemental, l'impact mesuré. Exactement, et c'était quelque chose qui n'était pas possible il y a peut-être 5 à 10 ans, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui on a un univers, un cadre réglementaire, notamment à l'échelle européenne, qui est très favorable pour ces sociétés-là, des sociétés comme Bib, comme Cumulus, comme d'autres, émergent grâce à un cadre réglementaire favorable qui évolue. Mais c'est également un autre point, c'est sur les habitudes de consommation en B2C, on a de plus en plus de consommateurs qui vont vers des consommations responsables, durables. En B2B, on a des politiques d'achat qui vont également vers ce sens-là. Et donc, c'est vraiment un alignement des planètes qui font que c'est aujourd'hui que ça fonctionne et que c'est que maintenant qu'il faut mettre les bouchées doubles pour accompagner cette nouvelle vague d'entrepreneurs qui, en plus, sur les enjeux de recrutement, et t'en parlais, Pierre Armance, on a aussi toute une vague de jeunes diplômés qui se tournent également vers des sociétés qui ont du sens. Et donc, ça répond également à ces enjeux-là. Et donc, c'est vraiment pour moi la révolution qui a pu faire émerger Ethernet au début des années 2000. Je pense que l'impact environnemental va être de même dimension et peut-être accéléré, je l'espère, face aux enjeux climatiques auxquels on fait face. On l'espère tous. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux d'être venus sur ce plateau et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique. On va rester dans l'univers des startups éco-responsables. C'est le principe, c'est tous les jours. Ça s'appelle Smart Ideas. Et pour ce Smart Ideas, je vous présente Céline Casse. Bonjour, vous êtes la fondatrice de Stop TCA. Vous l'avez créé quand et surtout pourquoi ? Bonjour Thomas, tout à fait. Donc, j'ai créé Stop TCA il y a 3 ans. On va fêter nos 3 ans dans quelques semaines. J'ai fondé la plateforme puisque je suis moi-même une ancienne patiente. Stop TCA, ça veut dire Stop aux troubles du comportement alimentaire. Donc, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant plus de 15 ans. C'est une des raisons pour laquelle j'ai en partie fondé cette plateforme. Parce que vous ne trouviez pas finalement autour de vous les réponses aux questions que vous posiez ou les aides tout simplement médicales que vous cherchiez ? Oui, effectivement, je ne trouvais pas les aides qui correspondaient à mes attentes pour pouvoir m'en sortir en fonction des moments et des périodes dans ma maladie. Et c'est vrai qu'en France, il y a un accompagnement, mais les professionnels qui travaillent en libéral ne font pas de pont entre eux. Donc c'est aux patients d'aller voir le psychologue, le psychiatre, le diététicien, et ensuite de dire « D'accord, alors si j'ai bien interprété ces propos, je pense qu'elle a dit ça. » Ok, il faut presque croiser les conseils et les infos. Quand on parle de troubles du comportement alimentaire, double question, c'est quoi ? Et puis combien de Français en souffrent ?
Les troubles du comportement alimentaire, ça désigne des perturbations du comportement alimentaire qui sont plus ou moins importantes. Pour parler au sens général, c'est tout ce qui est anorexie, boulimie, hyperphagie. C'est pas qu'une question d'apparence, de poids, c'est vraiment un problème psychologique. Ce sont des troubles mentaux. Et il y a beaucoup de Français qui en souffrent? Malheureusement, oui. La Fondation pour la recherche médicale estime qu'il y aurait plus de 10% de la population qui en souffre. Donc c'est assez conséquent, c'est vraiment un problème de santé publique. C'est plus de 10 millions de personnes. Plus de 7 millions de personnes, Pardon, c'est ça, 10% et 7 millions de personnes. Alors c'est quoi le service que propose Stop TCA? Donc Stop TCA, c'est la première et la seule plateforme de téléconsultation qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Sur la plateforme, on propose un accompagnement pluridisciplinaire et en équipe avec des praticiens qui sont experts en troubles du comportement alimentaire. Oui, donc c'est un réseau de médecins ou de praticiens, c'est ça? Comment vous les avez, j'allais dire castés, c'est pas le beau mot, mais comment vous les avez choisis, quoi? Alors sur la plateforme, il n'y a pas de médecins, il y a des professionnels de santé, des professionnels paramédicaux, des coachs et autres. Et comment ceux-ci ont intégré la plateforme? Alors il y a tout l'aspect compétences qui est étudié. Là, je joue à la détective, je regarde les diplômes, les compétences. Et après, il y a l'aspect aussi comportement, manière de penser. Est-ce que le praticien est ouvert au travail d'équipe, sa manière de penser, d'agir. Donc tout est étudié à la loupe. Oui, c'est destiné aux malades, évidemment, mais à leurs proches aussi. Je crois que c'est important de le dire. Tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier les proches. On est très concentré sur les malades, dans les autres pathologies aussi, de manière générale. Et donc, on met un point d'honneur à accompagner également les proches. Donc, c'est de la téléconsultation, on est bien d'accord. On parle beaucoup de déserts médicaux en France. Les solutions sont vraiment pas simples à trouver, à mettre en œuvre. C'est aussi une façon de lutter contre ça, contre l'isolement de certains malades? Tout à fait. Le but, c'est vraiment de combler les déserts médicaux. Vous le voyez, vous, pardon de vous interrompre, ça veut dire qu'il y a vraiment des régions dans lesquelles Stop TCA est beaucoup plus utilisé que d'autres? Oui, tout à fait. Et les patients, les personnes, quand elles me contactent, elles me disent: Céline, merci beaucoup, parce qu'autour de moi, je n'ai rien. J'ai mon médecin généraliste, et encore, j'arrive pas à le voir. Et donc, il y a un réel manque d'accompagnement dans certaines parties en France. Est-ce qu'on se sent, je vais parler des malades, ce sont souvent des jeunes, alors ça rejoint l'isolement d'ailleurs, qui n'osent pas en parler. Enfin, il y a aussi les tabous liés aux troubles du comportement alimentaire. Donc, est-ce que c'est plus facile quand on est en visio? Vous voyez ce que je veux dire? Pour certaines personnes, oui. Après, le présentiel, c'est le net plus ultra, bien entendu. Bien sûr. On n'est pas là pour remplacer le présentiel. S'il y a des professionnels compétents et qualifiés à côté et disponibles, il faut foncer. Mais effectivement, il y a des personnes qui nous disent que c'est plus facile d'aborder le sujet puisqu'elles sentent qu'elles sont protégées, elles sont chez elles, à l'aise. C'est beaucoup plus pratique et facile pour elles. Merci beaucoup, merci Céline Caz. Bon vent à Stop TCA et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée de Lily Zalkin, Raphaël Morel à la réalisation, Héloïse Merlin au son. Salut à toutes et à tous et à très vite sur Bismart.